Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition consacrée dans sa majeure partie aux célébrations du 8 mars. Voici les titres de l'actualité. Commémoration de la Journée mondiale de la femme. Son Altesse royale, la princesse El Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, préside à Marrakech une cérémonie en cette occasion. Cette année, le 8 mars est célébré sous le signe de la dignité de la femme, entre violence et précarité. Le 8 mars, des femmes brillantes et déterminées et des histoires de succès. À Casablanca, nous irons à la rencontre de la première femme arabe et africaine à se spécialiser dans l'étude des météorites, Hasna Chenaoui. La talentueuse designer Fadel El Ghedi, toujours à la page dans ce journal, et nous dévoile ses projets et ses rêves. Un émerveillement sans cesse qui nourrit ses créations, inspirées de cultures parfois si lointaines. La Journée nationale de la femme célébrée en grande pompe à Marrakech où son Altesse royale, la princesse El Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé une cérémonie dédiée à ces célébrations. Son Altesse royale a prononcé un discours d'ouverture de cette journée placée cette année sous le thème « La dignité de la femme entre violence et précarité ». Dans ce discours, son Altesse royale, la princesse El Meriem, s'est particulièrement exprimée sur la cause féminine comme l'une des causes prioritaires dans son combat pour la promotion des droits de celles qui constituent la moitié de la société. Amina Allam, Mohamed Etleshkar. Une journée placée cette année sous le thème « La dignité de la femme entre violence et précarité ». La cérémonie de célébration de cette journée a été présidée par son Altesse royale la princesse El Meriem, présidente de l'UNFM, l'Union nationale des femmes du Maroc, au centre de conférence Mohamed VI à Marrakech. Cérémonie qui a débuté par la lecture de versets du Saint-Coran et puis l'exécution de l'hymne national. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة. Par la suite, son Altesse royale, la princesse El Meriem, a prononcé au nom de l'Union nationale des femmes du Maroc le discours d'ouverture de cette journée. Dans son allocution, son Altesse royale a souligné tout d'abord que la femme marocaine a vu sa condition évoluer significativement dans divers domaines, où elle a réussi à engranger des acquis tangibles, notant que ces droits n'ont pas été octroyés ou concédés comme dans de nombreux pays. Ils sont au contraire le fruit de l'action militante et des sacrifices consentis par des générations successives de femmes. Son Altesse royale, la princesse El Meriem, a tenu à rappeler à ce titre le rôle indéniable des résistantes dans la saga de la libération du pays, ainsi que leur engagement sans faille dans l'éducation des générations montantes de l'époque. Son Altesse royale qui a notamment souligné à cette occasion que Sa Majesté le roi Mohamed VI fait tout son possible pour garantir à la femme la pleine jouissance de ses droits, améliorer sa situation et lui offrir des perspectives d'avenir prometteuses, avec l'ambition que la femme marocaine accède à un statut
comparable à celui de ses homologues dans les pays les plus avancés. Son Altesse royale a relevé à cette occasion que son statut de princesse n'a jamais constitué un obstacle pour qu'elle vive et réalise pleinement sa vocation de militante engagée, plus spécifiquement dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Et si l'on a toujours été ainsi, c'est bien parce que les problèmes des Marocains me tiennent à cœur, a souligné son Altesse royale, ajoutant « étant moi-même aux prises avec les mêmes préoccupations personnelles et familiales ». Son Altesse royale a en outre indiqué que l'adoption d'un code de la famille évolué est l'une des principales avancées réalisées par les femmes du Maroc. Notant que cette nouvelle loi, élaborée dans le dessein précis de rendre justice à la femme, entend aussi protéger les droits des enfants et instaurer un climat d'équilibre et de stabilité au sein de la famille. D'aucuns prétendent à tort que le code ne s'applique pas alors que les tribunaux de la famille veillent à la mise en œuvre de ces dispositions, a poursuivi son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, affirmant qu'en réalité le problème vient du fait que, à cette date, un trop grand nombre de femmes vivant notamment au milieu rural et dans des zones reculées ignorent tout de l'existence de ce code et ne savent par conséquent rien des formes de protection et des droits qu'il leur garantit. Son Altesse royale la princesse Lalla Meriem a assuré dans ce cadre que si en règle générale nul n'est censé ignorer la loi, les droits d'un nombre important de femmes continuent néanmoins à être mis à mal, soit parce qu'ils sont tout simplement ignorés, soit parce que les moyens juridiques et matériels permettant d'en jouir pleinement font défaut. Certes, il y a eu l'adoption du Code de la famille, la création de tribunaux de la famille et l'élaboration de textes juridiques avancés dans ce domaine, mais beaucoup reste à faire pour sensibiliser les femmes à leurs droits acquis, a souligné son Altesse royale la princesse Lalla Meriem. Si d'une part notre devoir est de nous mobiliser pour appuyer les efforts déployés par l'État dans ce domaine, nous nous devons d'autre part de solliciter son assistance. Cette aide est requise aussi bien dans le cadre de la sensibilisation aux dispositions du Code de la famille et aux droits de la femme en général, que du point de vue de l'accès aux garanties offertes à l'ensemble des femmes marocaines par la loi, comme la fourniture, le cas échéant, de services de traduction à leur intention. S'agissant de la condition de la femme et de l'enfant, son Altesse royale la princesse Lalla Meriem a indiqué que des questions pressantes restent posées, citant à titre d'exemple le mariage des mineurs, la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes, ainsi que le travail des enfants, notamment en milieu domestique. Source d'une vive préoccupation, ces problèmes suscitent un large débat social. Ils font aussi l'objet d'un suivi et d'un intérêt particulier de la part des composantes de la société civile. Notre devoir, a souligné son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, est donc de contribuer à cette dynamique sociétale, de participer constructivement au débat national suscité autour de ces questions d'actualité. En tant que militante qui se soucie du devenir de la femme et de l'enfant dans notre pays, je suggère, a dit son Altesse royale, que soit porté à la haute attention de Sa Majesté le Roi un mémorandum exposant les différentes questions soulevées en la matière et proposant des solutions raisonnables pour y remédier. Nous solliciterons de Sa Majesté qu'il veuille bien orienter le gouvernement et les institutions concernées pour qu'ils se penchent sur l'examen des différentes questions intéressant la femme et l'enfance. De fait, Sa Majesté le Roi tient, c'est là notre conviction la plus intime, a encore expliqué son Altesse royale la princesse Lalla Meriem. Sa Majesté le Roi tient à ce que le traitement de ces questions soit entrepris dans le cadre d'une démarche participative de portée nationale. En plus de la prise en considération des droits et des obligations de tous les protagonistes, l'approche à suivre doit être conçue dans le respect des constantes immuables et des valeurs sacrées de la nation, ainsi que des spécificités religieuses et culturelles de notre pays. Son Altesse royale a exprimé à cette occasion sa fierté pour sa nomination par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, pour agir dans des domaines aussi importants que l'autonomisation de la femme et la promotion des valeurs de la famille. Cette cérémonie a été ensuite marquée par les allocutions de la représentante de l'ONU Femmes pour le Maghreb, de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social,
et de la directrice de l'instance nationale d'évaluation auprès du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Et à cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem a présidé la cérémonie de signature de 2 conventions entre, d'une part, l'Union nationale des femmes du Maroc et d'autre part, le ministère public et l'Agence marocaine de coopération internationale. La première convention a pour objectif le renforcement des compétences des cadres de l'Union nationale des femmes du Maroc, le développement des échanges entre les 2 parties à travers notamment la création de cellules de prise en charge des femmes et des enfants au sein des tribunaux. Quant à la seconde convention, elle établit un partenariat en vertu duquel l'Agence marocaine de coopération internationale appuiera l'UNFM dans le renforcement des capacités de ses cadres en vue de promouvoir l'action de l'Union au niveau africain. À cette occasion, le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique a remis à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem le titre d'ambassadeur de bonne volonté de l'OCI en reconnaissance de ses actions en faveur de la promotion des conditions des femmes et de la protection des enfants. Par la suite, Son Altesse Royale a suivi des explications concernant le projet Dar Al-Qurb, maison de proximité, initié par l'UNFM en partenariat avec Barid Al-Maghrib et l'INDH, un projet qui met à la disposition de femmes en situation de vulnérabilité des espaces de vie, de formation et de renforcement des capacités. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, a également suivi des explications sur les actions entreprises dans le cadre de la restructuration de l'UNFM. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a posé pour une photo souvenir avec les femmes qui ont participé à la cérémonie. En exécution des hautes instructions royales, M. Abdeltef Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui au siège de l'administration de la Défense nationale à Rabat, Tiena Coulibaly, ministre malien de la Défense et des anciens combattants. M. Coulibaly fait partie de la délégation ministérielle conduite par le Premier ministre de la République du Mali dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue au Maroc. Et justement, le chef du gouvernement malien s'est entretenu à Rabat avec son homologue marocain Zadil Atmani. Les 2 responsables ont tenu une séance de travail au cours de laquelle plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Des conventions de partenariat ont été également signées. Écoutez à ce sujet le responsable malien Soumeilou Maïga. Nous allons continuer les échanges, notamment dans un premier temps par le biais de nos 2 ministres des Affaires étrangères qui vont voir dans quelle mesure nous pourrions avoir un cadre de dialogue stratégique parce que nous sommes confrontés à des défis communs qui nécessitent une concertation permanente, une consultation permanente et une coordination dans les différentes instances où nous sommes pour que nous puissions développer les convergences chaque fois que cela s'impose sur l'ensemble de ces questions-là. Du côté malien, je peux vous assurer que le gouvernement est disponible et engagé à aller le plus loin possible dans le développement de ces relations. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est déterminé à consolider les relations entre nos 2 pays. Les commémorations du 8 mars s'invitent au Conseil hebdomadaire du gouvernement. À l'ouverture de ses travaux, le chef du gouvernement a souligné que depuis l'indépendance, la femme marocaine a su faire ses preuves en s'impliquant dans tous les domaines. Zadil Atmani a tout aussi souligné que le gouvernement est engagé à mettre en œuvre les dispositions de la Constitution et les hautes orientations royales et à appliquer les dispositions visant à soutenir la présence de la femme et son autonomie et à garantir sa participation dans la vie active publique. Au sujet du dialogue social, Zadil Atmani a affirmé que le gouvernement veille à le lancer sur des bases solides et avec une forte volonté politique pour que les commissions puissent entamer leur travail dans les plus brefs délais après être parvenus à un accord sur le fond. Zadil Atmani a relevé que le dernier round n'a pas constitué la fin du dialogue, mais plutôt la fin d'une étape et le début de nouveaux horizons.
Nous allons maintenant vous révéler une série de portraits de femmes qui ont brillé par leurs compétences, par leur dévouement et par leur générosité dans tout ce qu'elles entreprennent. Ce sera d'abord ce portrait de Hasna Chinaoui, première femme arabe et africaine à se spécialiser dans l'étude des météorites. Sa passion pour les sciences et notamment pour la géologie l'a poussée à creuser les secrets de la vie sur Terre. Elle milite aussi pour la mise en exergue de la situation du Maroc en tant que région privilégiée des météorites. Sarah Katir l'a rencontrée à Casablanca. Une femme d'exception, Hasna Chinaoui ou Djihan, l'est à plus d'un titre. Et c'est à la faculté des sciences de Casablanca, relevant de l'université Hassan II, qu'elle a fait ses études supérieures en géologie. Aujourd'hui, un doctorat en poche dans la géochimie des gaz rares et un doctorat national sur les météorites, Hasna Chinaoui enseigne au sein de la même faculté. Sa passion est mêlée à son travail. Elle se consacre à l'étude des météorites, une étude qui renseigne sur le processus de formation du système solaire et sur l'extinction massive des espèces telles les dinosaures. Les météorites du Maroc se comptent par milliers. Ce sont des milliers de trouvailles auxquelles on peut rajouter pendant les quelques dernières années un grand nombre de chutes observées qui ont une importance capitale. En fait, je peux vous citer par exemple la météorite Tissite, qui est une météorite martienne et qui a été source pour nous d'une publication dans un magazine scientifique de très grande renommée, entre autres, et qui continue à donner de la production scientifique. Le Maroc est un pays riche en météorites et c'est grâce au travail de notre chercheuse que ces météorites sont nommées par les lieux où elles sont trouvées au Maroc, vu qu'elle est membre du comité de nomenclature internationale des météorites. Enseignante-chercheuse, Hasna Chinaoui est aussi épouse et mère. Mais les météorites ne sont jamais loin, même chez elle. Elles font partie de son quotidien. Je suis maman de 2 filles et un garçon. Et bon, bien sûr, je suis épouse également. Et c'est un bonheur de pouvoir s'épanouir aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel et familial. En fait, c'est une richesse et c'est extrêmement important d'avoir cet équilibre, à mon sens. Dynamique, ambitieuse, Hasna Chinaoui poursuit toujours ses recherches sur les météorites et n'hésite pas à se déplacer dans le Sahara marocain pour les chercher in situ. Mais ses vœux le plus cher restent la création d'un musée de la météorite marocaine et l'encouragement des jeunes Marocains à s'intéresser à la science et à la recherche. En cette journée de fête, des femmes de cœur font montre d'une grande générosité en ce mois de mars qui coïncide aussi avec la compagnie de dons de sang. À Oujda, elles ont été nombreuses à fréquenter ces derniers jours le centre de transfusion sanguine pour sauver des vies. Un geste noble qui renvoie une fois de plus à la générosité de celles qui donnent la vie. Reportage à Rachid Latabi, commentaire Mounia Marouche. Dans une ambiance festive, ces femmes généreuses et de bonne humeur célèbrent la journée internationale de la femme à leur manière. Elles s'apprêtent à faire un don de sang, un geste simple et précieux qui peut sauver des vies. Ma fille m'a informée de cette campagne de don de sang. Je suis venue sur le champ. C'est la 3e fois que je participe à cet acte de générosité. Quand vous voyez, les Oujdiyettes sont venues nombreuses. Ce 8 mars, je suis là pour faire un don de sang. Je suis totalement surprise. Le centre ne désemplit pas. Les femmes oujdiyettes sont nombreuses. Des femmes de tous âges apportent leur pierre à l'édifice de renouvellement des stocks et allègent les souffrances de quelques patients. D'après les professionnels de santé, les femmes peuvent faire un don de sang jusqu'à 3 fois par an. C'est la 14e fois que je fais un don de sang et j'en suis très heureuse. Le centre régional de transfusion sanguine de Oujda ambitionne la collecte de 200 poches de sang en une seule journée. La mobilisation des femmes de nature généreuse aura permis la réalisation de cet objectif. Et partout dans le monde, la journée mondiale de la femme est célébrée. À Gaza, la célébration est tout de même empreinte de tristesse eu égard aux dernières tensions Proche-Orient.
Dans cette enclave palestinienne, les femmes, symboles de résistance et de détermination, ont défilé pour crier leur colère contre l'occupation et les agressions des forces de l'occupation israélienne et contre le blocus imposé à Gaza, une situation humanitaire catastrophique dans cette prison à ciel ouvert. Et en Espagne, les femmes se mobilisent pour leurs droits avec une grève générale féministe sans précédent dans le pays. Grève du métro et des trains, piqués devant les grands magasins, présentatrices vedettes absentes des médias. L'appel de syndicats et d'organisations féministes a pour but de défendre l'égalité salariale, de dénoncer le harcèlement ou les violences faites aux femmes. À Washington, une cérémonie aux couleurs du royaume, de sa culture, de ses traditions et de son histoire millénaire. Une cérémonie présidée hier par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi aux États-Unis, Laila Joumal Al-Alawi, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Dans une allocution, Laila Joumal Al-Alawi s'est notamment réjouie de voir cette manifestation mettre un accent particulier sur les valeurs de la diversité, de l'altérité et de la tolérance qui, de tout temps, caractérisent le Maroc. Retour à l'actualité du pays pour parler d'abord de l'ambitieux projet de la voie express Taz Al Hoceima. Les travaux de cette route comportent notamment un dédoublement de la route nationale numéro 2 sur une longueur de près de 150 km avec une enveloppe budgétaire estimée à plus de 3 milliards de dirhams. Les travaux de réalisation ont atteint aujourd'hui un taux de 80% et le projet sera fin prêt en 2019. Abdelhamid Jebran, Abdelhadi Skiwi et Zakaria Mouqimbillah. Les engins sont à pied d'œuvre au niveau de la section entre Ouadnakor et Casseta, un tronçon de 18 km de longueur où les travaux ont commencé en juin dernier. La réalisation de ce chantier a nécessité le recours à de grands moyens à cause du relief de la région et des structures instables. Nous avons rencontré quelques difficultés à cause du relief difficile de la région avec des rochers solides qui ont nécessité l'utilisation de la dynamite pour pouvoir entreprendre les travaux. Il y a aussi des sols glissants auxquels nous cherchons des solutions techniques. Dans le cadre du projet de la voie express, des ponts et des ouvrages d'art sont réalisés. Sur la dernière tranche, un viaduc de 244 mètres de longueur et plus de 60 mètres de hauteur est prévu. Le taux d'avancement des travaux de la voie express Taz Al Hoceima s'élève à 80%. Des tronçons sont toujours en cours de réalisation, comme ici pour le tronçon entre Ouadnakor et Casseta, d'une longueur de 18 km et d'un coût de 358 millions de dirhams. La voie express Taz Al Hoceima permettra d'améliorer la fluidité de la circulation. Elle aura un impact positif sur le tourisme et l'économie de la région et réduira la durée de voyage entre Taz et Al Hoceima à 2 heures au lieu de 5 heures. On retrouve à présent des portraits de femmes qui ont percé dans des domaines comme le sport. Cette fois-ci, je vous invite à découvrir un profil singulier, celui de Mounia Loulidi. Elle est l'unique femme marocaine ayant participé à des championnats des légendes cars. Cette voiture de course qui bénéficie d'une esthétique attrayante et amusante. Le sport auto, c'est aussi des performances au féminin. Btissam Oudris, Mustafa Ouda, Nisrina Ouzdar. Lorsqu'elle est au volant de sa voiture ou look rétro, son bonheur n'a pas de limite. Mounia Loulidi fait partie de ces femmes qui sont allées jusqu'au bout de leurs rêves. Tout a commencé en 2010. Mounia, alors pilote amatrice de voiture et commissaire de piste de rallye, aspire à rejoindre la cour des grands. Elle achète une voiture classique et se lance dans l'aventure. Après une participation remarquable dans différents championnats nationaux, cette passionnée de vitesse décide de traverser les frontières à la recherche de sensations plus fortes. Les courses des Legend Cars la fascinent, son objectif est bien tracé, sa soif de briller est grande. Le succès ne tardera pas à lui sourire. En 2012, elle décroche à Las Vegas la première position féminine dans ces disciplines.
Quand la passion nous anime, il n'est pas difficile de réaliser notre rêve. Le mien, j'y croyais dur comme fer. Je voulais prouver au monde entier que la femme marocaine est capable de relever de grands défis. C'est une expérience très émouvante qui a complètement changé ma vie. Mounia est l'unique femme marocaine ayant participé à des championnats de renommée de Legend Cars, notamment aux États-Unis, en Espagne et en Russie. À toutes les femmes marocaines qui ont des rêves plein la tête, Mounia veut adresser un message particulier. Quand il est question d'animer des conférences, j'encourage souvent les femmes à ne jamais abandonner leurs rêves. Rien n'est impossible. Il faut juste y croire et redoubler d'efforts pour y parvenir. Sa réussite, Mounia la doit à sa persévérance. Cette mordue de vitesse espère promouvoir la présence féminine dans le sport automobile. C'est d'ailleurs l'un des objectifs phares de son association Casablanca Racing Motorsport. Ces créations ont fait le tour de la planète. Elles sont d'une finesse à couper le souffle à l'image de la créatrice, la designer Fadela El Ghadi, une femme d'élégance. Ces modèles défilent sur les catwalks les plus en vogue. Aujourd'hui, la talentueuse styliste partage sa passion avec les plus jeunes et met son talent au service de tous ceux qui le sollicitent à travers notamment son école de broderie à Salé. Un projet ambitieux qu'elle mène avec beaucoup d'amour, parallèlement à sa soif de découvrir d'autres cultures, car elle est aussi une globe-trotteuse. Nesrine El Hamdawi nous dévoile les multiples vies de la designer. C'est un sujet réalisé avec Atman Tazi et Asma Tazi. De la création à la transmission, il n'y a qu'un pas. Fadela El Ghadi l'a franchi. Ces gestes ici exécutés avec précision par de petites mains, on l'entend alimenter les songes de la grande créatrice de mode. Cela fait maintenant 1 an et demi que Fadela a ouvert les portes de son école de broderie aux jeunes de sa ville natale, Salé. Les voilà aujourd'hui donnant du cœur à l'ouvrage. Ils brodent la trame de leur avenir qui s'annonce prometteur, marchant sur les traces de leur marraine. Ma vie a carrément changé depuis que j'ai commencé la broderie. Lorsque j'ai quitté les bancs de l'école, l'avenir s'est assombri pour moi. Mais plus jamais maintenant. Je suis très optimiste. J'aimerais bien un jour être comme Madame Fadela. Je vois un peu dans leur regard cette curiosité que j'avais quand j'étais petite vis-à-vis des Ma'allim et des Ma'alimiya. Et cet attachement, parce que là, ils sont très attachés à leur prof de broderie. C'était pareil pour moi. Je vois aussi cette fierté quand ils réalisent un motif, une broderie, tout ça, cette fierté dans leurs yeux, cet orgueil. Ça me touche énormément. Grâce à cette école de la deuxième chance, Fadela El Ghadi a également réussi à cultiver l'esprit d'altruisme chez ceux et celles qui ont l'amour du fil. Madame Fadela m'a transmis le virus des petites croix, de la broderie. Lorsqu'elle m'a proposé de venir initier ces jeunes à cet art, je me suis dit, pourquoi pas? Le génie créatif de Fadela El Ghadi est réceptif à toutes les inspirations, même les plus exotiques. Très loin, au Panama, elle est allée chercher inspiration auprès des femmes de ce pays situé à l'extrémité sud de l'Amérique centrale. Pour construire des passerelles d'échange, elle accueille chez elle Elena, une artisane issue de la population autochtone du Panama. C'est la première fois que je sors hors du Panama. Faire en sorte que notre artisanat dépasse les frontières de notre pays, je pense que c'est une première dans l'histoire. Montrer notre savoir-faire à d'autres cultures est très enrichissant. J'ai visité 3 tribus d'indigènes là-bas. J'ai pu voir des artisanes magnifiques avec qui j'ai décidé de collaborer. Et donc on va essayer moi je vais voir ce que je vais leur apporter et est-ce qu'elles vont me rapporter. Son côté authentique marocain tourné vers l'universalité, nous le percevons également dans son havre de paix, dans son art de vivre et dans son attachement à certaines valeurs bien de chez nous.
Il y a des moments très difficiles dans la création. Il y a vraiment des moments de fragilité où on est dans le doute. On ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Et d'être en famille, c'est important dans ces moments-là. Mais il y a aussi des moments où vraiment je suis un peu sauvage. Donc il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être seule. Parfois j'ai besoin de silence aussi. De son nouveau-né, nous ne verrons que ces 2 pièces, pas plus. L'artiste préfère couver ses créations pour mieux surprendre et briller au loin. Cette fois-ci, ça sera au Panama. Autre femme, autre profil, celui de Mouna Mkwar, l'une des plus jeunes commissaires d'exposition du pays. Tout un parcours entamé à l'Institut national du patrimoine en France. Elle est aussi l'auteur de plusieurs essais sur l'histoire de l'art. Un parcours qui l'a propulsé au devant de la scène artistique internationale. Et c'est un portrait réalisé par Dominique Orlando. Il est des personnes qui, comme Mademoiselle Mkwar, n'ont pas nécessairement besoin de vous être présentées pour vous faire directement une très forte impression. Cela est dû à son élégance naturelle, un mélange de simplicité et d'assurance, à la fois solaire et par extension irradiante. Et que dire lorsque finalement entamez-vous les présentations? Je suis née à Casablanca et j'ai aussitôt vécu au Sénégal. J'ai passé les 12 premières années de ma vie au Sénégal et ensuite retour à Casablanca. J'ai eu mon bac à Casa et ensuite je suis partie faire mes études à l'étranger et j'ai découvert par hasard l'art. Voilà, c'est vraiment par une pure coïncidence, en me retrouvant à Paris, en m'ennuyant avec des études de commerce, que j'ai découvert l'intérêt et toute ma passion que j'avais pour l'art. Diplômée de l'Institut national du patrimoine et doctorante en histoire de l'art, Mouna Mkwar est aujourd'hui commissaire d'exposition indépendante. Du palais de Tokyo au centre Pompidou de Metz, en passant par le musée du Quai Branly, elle y promène une façon bien à elle d'écouter puis d'évaluer le travail de ces artistes émergents. Nous sommes des personnes qui sont à l'écoute des artistes, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup aussi de compréhension intellectuelle. On les accompagne souvent aussi pour apporter un discours critique sur leur travail. Et l'idée, c'est de les accompagner non seulement au niveau d'un discours critique, mais aussi de montrer leur travail dans le cadre d'expositions. En ce mois de mars, qui est dédié à la promotion de la femme et aux acquisitions qu'elle a fini par obtenir, Mouna Mkwar souhaiterait rendre hommage à certaines d'entre elles qui ont également la passion des arts et de la culture et dont la mission commune est de la soumettre à la connaissance du plus grand nombre. Et là, je pense à Ito Barada et la Cinémathèque de Tanger. Ito a non seulement une carrière internationale, mais elle a créé la Cinémathèque, qui est un haut lieu maintenant d'activité artistique à Tanger. Je pense à Leila Hida, à Marrakech, qui a le 18, qui est un lieu essentiel pour toute la jeunesse artistique vivant à Marrakech. Et il y a aussi d'autres actrices culturelles qui génèrent aussi toute une dynamique à Casablanca ou à Rabat. Cette toute jeune Marocaine nous réserve pour le mois de mai 2018 une exposition d'envergure au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Elle sera consacrée à 3 grands artistes, parmi lesquels 2 femmes. Etel Adnan, qui est libanaise, et Simone Fatal, d'origine syrienne, qui tout comme elle ont contribué à une vraie forme d'épanouissement de cette vaste notion du beau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite à vous, mesdames, une bonne fête avec tous nos vœux de bonheur et d'amour. Passez une agréable soirée. À demain.